J'ai le plaisir d'inaugurer cette journée en vous présentant donc notre première table intitulée Prendre soin, le regard des institutions sur la vieillesse, donc avec Guillaume Cuny à distance et Monica Vinuesa Flores qui est à mes côtés. Les deux intervenants abordent tous deux la question de la représentation de la vieillesse, l'un dans les EHPAD et l'autre dans le droit, et en particulier dans le droit vis-à-vis de la sécurité sociale. Notre premier intervenant, donc Guillaume Cuny, est doctorant contractuel en sociologie filmique au Centre Pierre-Naville. Son travail articule la question de la visibilité des classes populaires et des différentes formes de domination avec les capacités d'agir des acteurs. Après avoir travaillé sur les discours autour de la mobilité sociale des élèves scolarisés dans les internats de la réussite parisienne, il se tourne vers une formation de réalisateur documentaire pour réconcilier ces deux désirs, celui de l'expression d'une intimité, d'une émotion, avec la rigueur scientifique de la sociologie. Donc, dans sa présentation aujourd'hui, Guillaume s'intéressera aux élèves du Bac Pro ASSP, il nous expliquera ce que c'est, de l'appropriation par les étudiants d'une orientation qu'ils n'ont pas choisie, ainsi que de la représentation du public dont ils sont amenés à s'occuper. Ce qui l'amène à se demander comment les représentations initiales peuvent être dépassées par l'expérience à travers les périodes de formation professionnelle. Alors, Guillaume, la parole est à toi. Ma communication porte donc sur mon travail de doctorat en sociologie filmique. C'est vrai que moi, je me situe plutôt sur la question des représentations. Les représentations qu'ont les élèves du Bac Pro ASSP. Alors, ASSP, pour commencer tout de suite, c'est accompagnement, soins, service à la personne. C'est-à-dire que ces jeunes filles, et je dis jeunes filles puisque 98% sont des filles, se sont dirigées vers cette filière pour s'occuper de jeunes enfants. Or, les besoins sont ailleurs. C'est-à-dire que la population française étant vieillissante, les besoins de care se situent plutôt dans les établissements pour personnes âgées et en perte d'autonomie. Donc, c'est un travail, c'est une communication autour des représentations et c'est aussi un travail, une communication autour du rapport à l'autre. Les représentations, quand on a l'âge des jeunes femmes que je suis, c'est un petit peu ce qui nous permet de nous diriger dans nos choix d'orientation. Je mets toujours le mot choix d'orientation entre guillemets, puisque on va voir pendant cette présentation que c'est questionnable. En tout cas, c'est grâce à ces représentations qu'elles se sont dirigées et c'est à cause de ces représentations aussi qu'elles ont une certaine image du public vieillissant. Donc voilà, cette introduction étant passée, je vais essayer de vous partager mon diaporama. Normalement, c'est bon. Est-ce que c'est OK pour vous? Vous voyez le diaporama? OK, super. Alors, cette communication est issue de ma thèse de doctorat en sociologie filmique menée au Centre Pierre-Naville. Ma recherche porte sur le Bac Pro ASSP, accompagnement soins service à la personne, et il s'agit d'une enquête longitudinale, c'est-à-dire que j'ai suivi pendant 3 ans, de la seconde à la terminale, une classe de Bac Pro ASSP. Donc, ce que je perds en représentativité, en quantitatif, j'essaye de le compenser par un suivi régulier et approfondi des élèves et également des professeurs qui gravitent autour de cette filière. Notre question de départ était de savoir comment et pourquoi des jeunes filles de 14 ans se dirigeaient vers les filières du soin et de l'accompagnement. Nous parlons de jeunes filles car 98% des élèves de la classe sont des filles, ce qui recoupe à peu près les statistiques au niveau national où on retrouve 95% de filles dans cette filière. Autre point, la plupart sont issus de l'immigration ainsi que des couches populaires de la population. Les parents sont ouvriers ou employés, les pères travaillent dans des grandes bases logistiques, sont ouvriers du bâtiment, chauffeurs routiers ou livreurs, tandis que leurs mères sont aides-soignantes, éducatrices de jeunes enfants, caissières ou mères au foyer.
Nous nous interrogeons donc sur l'aspect déterminé d'une telle orientation. En postulant, c'est donc notre hypothèse, hein, on s'inscrit dans une sociologie bourdieusienne, que c'est parce que ce sont de jeunes filles, des jeunes filles d'origine étrangère et des jeunes filles d'origine populaire, qu'elles sont prédestinées à s'occuper des autres. Et donc là, ce n'est pas l'objet de la communication. Je ne vais pas renvoyer vers tous les travaux qui sont menés autour du CARE et de l'habitus, en fait. Mais rapidement, on peut se tourner vers les travaux de Beverly Skeggs ou Marie Cartier ou Joan Tranto pour voir un petit peu voilà, ces histoires de sociologie et de CARE. Donc, c'est pour ces raisons-là que j'ai choisi d'intituler ma thèse « Le choix des autres ». Le choix des autres, il y a un double sens, en fait. Et le titre veut faire apparaître à la fois la dimension déterminée de cette orientation, mais aussi l'aspect relationnel des métiers auxquels les élèves se destinent, avec une question qu'on se pose de façon permanente. Est-ce que cette orientation déterminée va avoir des conséquences dans la relation de soins, hein? On peut peut-être même, à un moment donné, je me suis demandé si le fait de ne pas vouloir être là pouvait mener à des formes de maltraitance, pouvait mener à des formes d'agressivité dans la relation soignant-soigné. Alors, ce bac pro ASSP, créé en 2011, a été créé pour faire face à une demande de professionnalisation dans le secteur du soin et de l'accompagnement. Vous connaissez peut-être le BEP carrière sanitaire et sociale, le bac pro ASSP en est le successeur. À la différence du BEP carrière sanitaire et sociale, le bac pro ASSP intègre vraiment la dimension du soin dans son référentiel. Donc c'est un diplôme qui intègre vraiment la question du care ou, comme on dit en français, de l'éthique de la sollicitude. Puisque dans le référentiel, on voit que les soins doivent être prodigués dans le souci constant de la bientraitance des personnes. Donc ce bac pro, hein, a été justifié par la croissance démographique de la population ainsi que son vieillissement. Le bac pro ASSP alterne période de formation en classe, en salle de classe, avec des périodes de stage professionnel. Et c'est cette période des stages professionnels qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Pourquoi cette période de stage professionnel nous intéresse plus que les autres? Puisque c'est une mise à l'épreuve en fait, des représentations que les élèves ont du public dont elles vont avoir la charge. Nous, on s'intéresse en particulier à un stage qui est celui de quand les élèves sont en première. Donc, c'est leur deuxième année et à ce moment-là, elles doivent effectuer un stage auprès des personnes âgées dépendantes. Alors, ce serait intéressant, hein, de réfléchir aussi autour de tout ce lexique qu'on emploie, qui est celui d'autonomie, de dépendance, etc., et qui mériterait une communication à lui tout seul. En tout cas, voilà, en deuxième année, elles doivent effectuer un stage dans ce type de structure. Et j'ai fait des entretiens avec elles avant, dans lesquels je leur demande si elles ont des appréhensions, et si oui, quelles sont ces appréhensions. Et je fais un entretien avec elles après pour voir comment ces représentations ont survécu ou au contraire ont été balayées par l'expérience. Alors, petit point, vous voyez, je viens de dire que je leur demandais si elles avaient des appréhensions par rapport à ce public. Là, c'est le chercheur qui doit se questionner aussi sur ses propres a priori, à savoir que j'imaginais que ces jeunes filles de 14 ans, 15 ans, allaient avoir des appréhensions du fait de s'occuper des personnes âgées. Donc, quelque part, il faut aussi se méfier de l'effet d'imposition dans nos entretiens quand on pose ce type de questions. Ceci étant dit, le premier point, excusez-moi, j'oublie de faire défiler mon diapo en même temps, je suis monotache. Le premier point, elles voulaient s'occuper de bébés, elles ne s'occuperont que de pépés. Alors, je vous laisse le soin de traduire ça à nos interlocuteurs et interlocutrices espagnols, mais ça veut dire que
Globalement, la grande majorité des élèves scolarisés dans cette filière voulaient s'occuper de jeunes enfants. Alors ça vient de quoi, hein? Encore une fois, c'est la socialisation. Quand elles étaient plus jeunes, elles ont dû, dans leur sphère familiale, s'occuper de leurs petits frères et de leurs petites sœurs, les nourrir, les changer, etc. Et en faisant cela, elles ont pu constater qu'aux yeux de leur famille, qu'aux yeux de leur mère, elles étaient respectables. On peut employer le terme de respectabilité à ce niveau-là. Et donc, elles ont voulu se diriger dans le bac pro à SSP pour s'occuper de jeunes enfants. La réalité est un peu plus complexe. En fait, elles auraient aimé aller en CAP petite enfance pour une majorité d'entre elles. Et leurs professeurs les ont dissuadées de se tourner vers cette filière, étant donné que c'est une filière très courte où elles vont sortir de là à 15 ans, 16 ans, et ça va être difficile pour elles de trouver du travail immédiatement derrière. Et donc, leurs professeurs préfèrent leur dire, faites un bac pro, ça dure 3 ans, vous aurez plus de chances de trouver du travail derrière, et, en plus, vous n'êtes pas à l'abri d'apprendre quelque chose, de découvrir un public, voilà. Mais ce genre d'information passe un petit peu à la trappe. Les élèves pensent que, oublient qu'elles vont, en deuxième année, s'occuper des personnes âgées dépendantes. Comme je vous le disais, le besoin de main-d'œuvre est plus important au niveau des personnes âgées, du fait du vieillissement de la population. Alors, petite anecdote de terrain qui révèle assez bien cette différence. Lors d'une observation en salle de classe, peu de temps après la pandémie, j'ai pu constater l'ampleur du malaise suscité par cette inadéquation. Les élèves s'inquiétaient de ne pas trouver de stage dans une structure pour personnes âgées en perte d'autonomie. Elles ont exprimé leur désœuvrement à la professeure principale en expliquant qu'elles n'avaient jamais souhaité travailler avec les personnes âgées, que ce qu'elles voulaient faire au départ, c'était s'occuper d'enfants. L'inquiétude était telle que certaines élèves se sont mises à pleurer et que la professeure principale a dû interrompre son cours pour revenir avec elles sur les modalités de stage. Une telle situation nous pousse, en tant que sociologues, à nous intéresser sur les causes d'une telle appréhension vis-à-vis du public non autonome. Alors, il y a plusieurs choses. C'est à la fois une inquiétude du fait de ne pas trouver de stage, en période de pandémie, mais c'est également une histoire d'a priori, d'appréhension, de représentation autour du public non autonome. Alors, autre point qui est quand même important à soulever, quand je fais des entretiens avec les élèves de Bac Pro, il y a dans leur discours quelque chose comme une préférence. Elles vont me dire « je préfère les enfants, je préfère les personnes âgées, etc. » Qu'est-ce qu'il y a derrière ce « je préfère » ? Déjà, il y a une représentation assez binaire du public qu'elles vont devoir s'occuper. Il y a d'un côté les personnes âgées, de l'autre côté les enfants. Et le fait de le voir comme des préférences, le fait de le voir comme des groupes homogènes, en fait, montre bien qu'il y a un défaut, enfin non, il y a des représentations et il y a des représentations qui demandent à être interrogées. Les professeurs sont au courant de ça. Ils ont d'ailleurs proposé une technique, faire le stage auprès des personnes âgées en deuxième année, de manière à ne pas, dans l'idée, parce que les professeurs aussi ont des représentations, et dans l'idée qu'en première année, elles étaient trop jeunes pour s'occuper des personnes âgées. D'accord, donc on arrive à notre deuxième partie, qui est le stage auprès des personnes âgées en perte d'autonomie, comme mise à l'épreuve des représentations. Le stage auprès des personnes âgées en perte d'autonomie constitue pour les élèves un moment important de leur scolarité. Certaines ayant été déçues par leur stage dans la petite enfance espèrent trouver de l'intérêt auprès de ce nouveau public. Lorsque je les interroge sur les appréhensions qu'elles ont en amont de ce stage auprès d'un public vieillissant,
j'induis moi-même la possibilité qu'elle pourrait être dérangée par certains aspects de la prise en charge. Et je dois également faire face à mes propres représentations. J'ai d'abord constaté qu'elle n'avait pas conceptualisé ce stage autrement que comme la rencontre avec un nouveau public. La plupart du temps, quand je leur posais la question de savoir voilà, qu'est-ce qu'elles pensaient de ce stage qui arrivait, finalement, elles n'y avaient pas pensé tant que ça. Elles se disaient juste, voilà, je vais rencontrer un nouveau public. Mais pas d'appréhension précise, en fait. Toutefois, lorsque je les invite à parler des tâches qu'elles allaient devoir effectuer, comme l'aide à la prise des repas, le change ou la toilette intime, je constate qu'une appréhension est partagée par l'ensemble de mes enquêtés, à savoir la rencontre avec un corps vieillissant, nu et vulnérable. Si certaines pensent que le simple fait de devoir le faire, donc de devoir s'occuper de ces personnes, permettra de dépasser cette crainte, d'autres ont peur d'être dégoûtées et que leur dégoût soit visible par les personnes dont elles s'occupent. Alors, pour ceux qui sont un peu familiers avec cette littérature, ça nous renvoie directement à la littérature qui traite du travail émotionnel. On réprime ses émotions parce qu'on est dans des métiers de service et donc il ne faut pas encombrer la relation avec nos émotions. Mais ce travail émotionnel, à la longue, est fatigant, est aliénant également. En somme, elles sont plus inquiètes quant à leur capacité à masquer ce dégoût que par rapport au fait de le ressentir. Il n'y a pas de culpabilité du fait de ressentir ce dégoût, il y a uniquement une inquiétude de est-ce que ça va être visible. Quant aux représentations qu'elles ont de ce public, les adjectifs les plus couramment utilisés sont ceux de faiblesse et de maladie. Ces représentations vont se trouver bousculées par la rencontre avec ce public et les discours à la suite de ce stage vont s'en trouver modifiés. Alors, vous me dites si je dépasse un peu, comme ça, moi je m'ajuste aussi en fonction du temps. Plus de la moitié des élèves ont constaté que leur présence dans l'établissement constituait une nouveauté appréciable pour les résidents. Étant donné que les stagiaires ont moins de responsabilités et sont placés en posture d'observation, elles ont plus de temps pour discuter avec les résidents. Ces discussions avec eux sont souvent décrites comme des moments forts de leur stage où les élèves ont ressenti la nécessité d'être accompagnés dans ces lieux qu'ils qualifient de déprimants. Certains élèves déplorent l'absence des familles des résidents et se questionnent sur le fait de placer des êtres chers dans de telles structures, tout en s'empêchant d'apposer le moindre jugement. Ça donnait ça en entretien. Elle me disait, je trouve ça triste que les familles placent leurs parents dans des établissements. Et puis, la phrase d'après, c'était « mais bon, on ne peut pas juger ». Et là, on est typiquement aussi dans cet apprentissage que constitue leur formation. On va tout le temps réprimer son jugement, d'abord parce d'abord, on ne sait pas bien pourquoi on réprime ce jugement, mais on sent qu'on doit le faire. Parce qu'on sent aussi qu'il y a des choses qui nous échappent dans les façons de concevoir. Les récits de vie que livrent les résidents aux stagiaires, parce que c'est souvent ce qui se passe, des partages de souvenirs, sont autant d'occasions de rappeler que derrière ces corps à prendre en charge se trouvent des individus qui ont leur vécu, leurs émotions, leurs joies et leurs regrets. Retrouver l'individu derrière le corps à prendre en charge constitue, selon nous, un impératif pour une relation d'accompagnement satisfaisante. Et ça, j'insiste dessus, puisque dans leur formation, je me rends compte qu'il y a des lacunes par rapport à cette réflexivité de la relation. On est dans une approche de la formation du soin qui est une approche qui se focalise sur les gestes techniques. Par contre, qui met complètement de côté toute la partie relationnelle. Alors, on est d'accord, c'est plus dur d'évaluer un travail relationnel que d'évaluer des gestes techniques. Néanmoins, c'est pour moi ce qui fait le sel des métiers dans lesquels elle se destine. Et donc, on se pose la question. Autre point, elle se représente la personne âgée dans les termes de la maladie et de la faiblesse. On est d'accord, c'est réducteur de se représenter ce public selon ces termes-là. Toutefois, j'apporterai une nuance, puisque
Pour ces élèves qui sont en formation, qui vont être en relation avec des personnes, par exemple, atteintes de la maladie d'Alzheimer, parfois, savoir que les agressions des personnes, des résidents, ne sont pas dirigées contre elles, mais sont imputables en fait à leur pathologie. Et donc là, je trouve qu'on est dans un espace assez intéressant, une tension en fait. On ne veut pas réduire à la maladie, mais en même temps, pour ces élèves, on doit pouvoir leur expliquer que ces agressions ne sont pas dirigées contre elles. Et moi, encore une fois, ce qui va peut-être me questionner, c'est que dans leur formation, il y a très peu de moments où on parle des agressions liées aux maladies d'Alzheimer, etc. Donc, voilà, ça c'est un autre point, une tension peut-être qu'il faudra réfléchir. Enfin, des relations riches, mais un lieu déprimant. Les élèves interrogés évoquent un stage riche sur le plan personnel et professionnel, notamment du fait de ses relations avec les résidents, mais font part des émotions négatives liées avec la maladie et les décès. Elles parlent d'un lieu froid et démoralisant, en expliquant qu'il s'agit pour la plupart des résidents de leur dernier domicile. Elles se mettent à la place des résidents et s'imaginent être vues dans leurs intimités par des personnes extérieures et inconnues, et prennent conscience de cette dimension de la relation qui influence sur les interactions soignant-soigné. Alors, récemment, j'ai fait un entretien avec une élève justement sur son lieu de stage, et j'ai entendu une expression, et ce n'était pas la première fois que je l'entendais. Donc, j'ai décidé d'ajouter ça à ma communication. La représentation des personnes âgées comme des éponges à émotions. Je pense qu'on doit un peu s'arrêter sur ce terme et réfléchir dessus. Qu'est-ce que veulent dire les professionnels? Alors, c'était une infirmière coordinatrice qui m'a dit que les personnes âgées étaient des éponges à émotions. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour elles? Il y avait également une professeure qui l'avait dit au sujet des enfants. Donc, on aurait apparemment des publics qui seraient des éponges à émotions. Mais cette représentation est également associée... Ah non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de ligne. Donc, étant donné qu'elles doivent s'occuper de ces personnes considérées comme des éponges à émotions, il faut qu'elles travaillent sur leurs émotions pour ne pas transmettre des choses négatives. Cette conception des usagers comme des éponges à émotions nous interroge sur la pertinence d'un tel concept, la scientificité, on pourrait dire. A priori, il permettrait de rappeler la nécessité d'effectuer ce travail émotionnel pour ne pas heurter la sensibilité de l'autre, mais il est également à questionner au prisme de la situation de la prise en charge. L'hypothèse que je propose d'explorer est que la coprésence d'individus dans une institution sur un temps long crée un climat particulier. Pour le dire autrement, les personnes âgées ne sont pas plus des éponges à émotions que des adultes autonomes, mais leurs conditions de vie les placent dans une dépendance à l'autre, et c'est bien parce qu'ils sont dans cette dépendance à l'autre qu'on peut effectivement parler d'éponge à émotions, en tout cas questionner le terme. Donc j'en arrive à la fin de cette partie sur le stage comme mise à l'épreuve des représentations, pour ouvrir sur un point méthodologique, à savoir la sociologie filmique, qui est la méthode que j'emploie, comme méthode pertinente pour aborder la question des représentations. Une question qu'on peut légitimement se poser lorsque l'on travaille sur les représentations en sciences sociales, c'est comment va-t-on les objectiver? Comment va-t-on les rendre visibles? Qu'est-ce qu'une représentation? À quel moment on peut se dire ça, c'est une représentation? Voilà. Et en sociologie filmique, disons qu'un questionnaire ou un entretien pourrait nous permettre d'avoir quelques renseignements sur la façon dont les élèves se représentent le public âgé en perte d'autonomie. Mais nous, ce qui nous intéressait particulièrement, c'était de voir si l'expérience concrète des stages allait faire évoluer ces perceptions.
Et on a employé plusieurs outils. Notre premier outil, c'était des entretiens d'autoconfrontation. Alors, c'est quoi un entretien d'autoconfrontation? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est on met les élèves face à des images d'elles tournées plus tôt, où elles avaient certains propos sur voilà, leur choix d'orientation ou sur les représentations qu'elles avaient autour des personnes âgées. Et on le fait en première année, en deuxième année, en troisième année, et du coup, on a cet écart comme ça entre les propos qui ont été proposés. Donc ça, c'est notre premier outil. C'est intéressant puisque l'élève peut prendre du recul par rapport à ce qu'il a dit et peut réévaluer son discours après coup. Mais notre autre outil, c'était de filmer les élèves sur leur lieu de stage et de les faire réagir sur les activités qu'elles avaient à mener. Alors, rapidement, hein, pendant leur stage, les élèves ont un projet d'accompagnement à mettre en place. L'extrait que vous allez voir là, c'est une élève qui doit mettre en place un projet d'animation. Donc, pour ce faire, elle doit proposer une animation à un public et faire attention à est-ce que le projet d'animation est adapté aux besoins et à quels besoins il répond et ensuite quelles personnes donc, je vais faire venir dans cet atelier pour faire l'animation en fonction de leur degré d'autonomie que je mets entre guillemets, puisqu'encore une fois, c'est une catégorie qu'on doit réfléchir, on doit déconstruire. Alors, je vous passe l'extrait et puis après, on en discute pour arriver à la conclusion. Est-ce que je suis bon au niveau du timing? Je pense que je suis un petit peu juste là. 5 minutes? Ok, très bien. Alors, je vous lance la vidéo. Étant donné que je n'ai pas une super connexion, ça va peut-être un peu ramer. Je sais pas. On dirait que ça les a pas trop plu. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont pris du plaisir. J'étais pas très à l'aise. J'ai essayé de faire mon mieux. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors on ne voit pas la vidéo en fait. On entend le son et c'est bloqué. Ok, je réessaye. T'es pas à l'aise? Je sais pas, on dirait que ça les intéressait pas trop. Elles ont... Hein? Si elles n'étaient pas à l'aise, elles ont fait des choses, enfin des belles choses. Oui, madame Mouton et madame Vera. Après madame bon, je sais plus comment elle s'appelle. Elle voulait pas faire. Elle a dit qu'elle avait pas d'idée, elle savait pas dessiner. Son bateau? Oui. Elle a pas beaucoup confiance en elle. Moi je lui ai dit, il est super beau. Elle m'a dit, ah ne me dites pas ça. Moi aussi. Je lui ai dit, oui mais si je le pense. Elle a dit qu'elle aime bien le travail des autres, que c'est bien, mais elle c'est nul. C'est 0. Je lui ai dit que c'était très bon, mais elle m'a dit non, tu mens. On va voir ce que madame Futbo va dire demain. Ah si, elle vient demain. Moi je me disais peut-être que tu as donné trop de consignes à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, tu as dit faites ce que vous voulez. Et c'est vrai que pour certaines personnes, faites ce que vous voulez, ça peut être un peu trop grand, tu vois. Ouais. Et en même temps, c'est bien d'avoir proposé ça parce que moi, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Oui, parce que comme j'ai vu, en fait, ils faisaient... En fait, ici, ils font un peu tout. Ils font un peu toutes les activités. Du coup, c'est un peu compliqué que toi, tu viens, tu proposes une activité qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font. Et puis, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils aimaient avant d'être là. Mais madame
Madame Anton, elle me dit qu'elle aimait bien dessiner. Après, Madame Travers, elle se servait des peintures pour poser des questions un peu sur voilà, ce qu'ils aimaient, bateau. La dame qui était là, elle parlait beaucoup de la campagne, donc c'était Madame Gras. Gras. Mais en fait, tu vois, justement, moi, j'ai pas eu cette idée parce que c'est pas ce qu'on nous a appris à l'école. Enfin, quand on faisait les activités, on nous a pas dit de forcément parler de leur vie et tout. Ouais, mais ça peut être une bonne idée pour justement lancer des conversations. Après, ça dépendait de l'activité que tu faisais, mais... Enfin, nous, on nous a juste dit à apprendre à faire des activités avec les personnes qui... Avec des personnes qui sont capables de faire telle activité. Mais après, on nous a pas dit plus, en fait. Ouais, donc c'est toi qui dois trouver... Oui. Ou peut-être c'est moi, j'ai pas écouté en courant, je sais pas. Ok, bon. Alors, on s'arrête là pour le visionnage. Donc, pour contextualiser un peu ce qu'on vient de voir, c'est un entretien, on va dire, à chaud avec une élève à la suite de son animation. Elle vient de proposer une animation peinture en maison de retraite. Et ça ne s'est pas vraiment passé comme elle avait imaginé que ça se passe. Et donc, je reviens avec elle sur voilà, comment ça se fait que ça ne s'est pas vraiment passé de la façon dont elle avait imaginé. Ce retour réflexif nous permet donc à nous de nous poser les questions sur la manière de faire. C'est ainsi que l'élève reconnaît que son animation souffrait de quelques impensés. Elle, qui avait choisi d'organiser une activité autour de la peinture, a choisi les participants en fonction de leur capacité à mener l'activité. En somme, elle a choisi les résidents suffisamment autonomes pour y participer. Sauf que l'activité a révélé qu'au sein de cette catégorie suffisamment autonome, certaines souffraient de manque de confiance en elles, ce qui se manifestait par une réticence à signer leur peinture, par exemple. D'autres ne mémorisaient pas la consigne et devaient donc être mobilisés tout au long de l'activité. Ce simple constat nous indique que si les indicateurs d'autonomie physique sont pensés, les indicateurs d'autonomie psychique, de bien-être, sont souvent relégués au second plan. En conclusion de toute cette communication, nous pouvons dire que les stages constituent des moments charnières, car ils amènent les élèves à rencontrer leur public. Ils permettent une réflexion et une déconstruction des représentations qui fondaient leur choix d'orientation. Parfois, la confrontation avec le réel du terrain s'avère fructueuse. Les représentations ne sont pas si éloignées que ça de ce que les élèves avaient imaginé. Elles avaient une vision réaliste et plus complexe des spécificités du public. En revanche, les élèves pour qui les stages ne se sont pas bien passés évoquent souvent l'inadéquation entre ce qu'elles avaient imaginé et ce qu'elles ont dû faire en stage. Ce hiatus, cette différence entre représentation et réalité, constitue donc une piste de travail intéressante pour réfléchir autour du choix d'orientation et de ce qui le motive. Merci Guillaume pour cette intervention très riche et très intéressante. J'ai plusieurs questions à te poser, mais on va les poser à la fin. Peut-être qu'on va écouter Monica d'abord. Alors, je vais présenter Monica, donc qui va faire une intervention en espagnol. Je vais d'abord te présenter en espagnol et puis je vais essayer de traduire brièvement. Mónica Vinuesua Flores es abogada ecuatoriana especialista en Derecho de la Salud y Derecho de la Seguridad Social, con más de 10 años de experiencia profesional tanto en el ámbito privado como público. Se ha desempeñado como asesora del Ministerio de Desarrollo Social en el proyecto para la inclusión de las personas trabajadoras no remuneradas del hogar a la seguridad social y ha sido consultora externa para UNICEF Ecuador y para la oficina de la OIT, para los países andinos. Entre sus publicaciones se encuentran el derecho a la seguridad social en la Constitución del Ecuador y el marco conceptual, análisis de derecho de la afiliación de las personas trabajadoras no remuneradas del hogar. El
Es doctoranda del Centro Europeo de Investigación en Derecho de las Familias, de los Seguros de las Personas y de la Salud, CERFAPS, de la Universidad de Burdeos. Alors, donc Monica est une avocate équatorienne, spécialiste du droit de la santé et du droit de la sécurité sociale, donc avec plus de 10 ans d'expérience. Elle a notamment été consultante pour le ministère du Développement social pour un projet pour l'inclusion des personnes travailleuses non rémunérées. Je fais une traduction en simultané. Hein. Des travailleuses non rémunérées, donc des femmes au foyer, si j'ai bien compris. Elle a travaillé aussi pour l'UNICEF Équateur et elle a également publié un livre, donc le droit à la sécurité sociale dans la Constitution de l'Équateur. Elle est doctorante au Centre européen de recherche en droit des familles, des assurances et des personnes et de la santé, donc le CERFAPS, et de l'Université de La Rochelle. Mónica nos propone un análisis epistemológico de la noción de vejez en el marco del derecho de la seguridad social, cuestiona los criterios definidos por la seguridad social para determinar quiénes son las personas adultas mayores a las que destinan ciertas prestaciones específicas. Donc, Monica nous propose une analyse épistémologique de la notion de vieillesse dans le cadre du droit à la sécurité sociale, et elle propose une réflexion sur les critères définis par la sécurité sociale pour déterminer qui sont les personnes donc âgées qui sont concernées par certaines prestations spécifiques. Monica, je te laisse la parole. La intervención que yo voy a hacer trata justamente sobre la vejez y la representación de la vejez en el derecho, y en el derecho específicamente en el derecho de la seguridad social. Voy a empezar con unas pequeñas definiciones que posteriormente vamos a retomar en el análisis. Entonces, la vejez definida en español puede entenderse como una edad senil, como la cualidad de viejo, es decir, la cualidad de un ser vivo de edad avanzada, o también puede aplicarse para las cosas algo usado o estropeado por el uso. La definición en francés no varía mayormente. La vejez es el último periodo de la vida humana, el periodo de la vida caracterizado por la disminución de las actividades biológicas e identifica también a las personas de edad avanzada. Estas definiciones son muy cercanas, en términos generales, son muy cercanas a la noción de vejez que se utiliza en el léxico médico, en donde la vejez es sinónimo de senilidad, senilidad entendida a su vez como vejez, y por extensión, disminución de las capacidades físicas y psicológicas de las personas adultas mayores, lo cual reenvía una vez más a la noción de envejecimiento, es decir, el conjunto de modificaciones producidas por el tiempo en los seres vivos. Así, esta noción de vejez reenvía a un estado, a un periodo de la vida del individuo caracterizado tanto por sus capacidades físicas y mentales como por el imaginario social respecto de ese estado, es decir, de la percepción social de lo que representa o es la vejez. Es decir, características, actitudes, conductas que se consideran adecuadas para una determinada edad, por lo que esta vejez, al igual que el género, por ejemplo, es una construcción social, histórica y cultural. Para el derecho, la vejez no es indiferente. La vejez es una condición de la cual se desprenden consecuencias jurídicas, y en virtud de dicha condición, el ordenamiento jurídico, las leyes van a organizar una protección reforzada y específica para estas personas, para este periodo de vida. Tratándose específicamente del derecho a la seguridad social, es decir, el conjunto de normas que regulan este derecho, el derecho a la seguridad social, la vejez es una noción medular. ¿Por qué? Porque a partir de esta noción, el derecho va a construir un sistema de protección. El sistema
sistema de seguridad social va a organizar, por ejemplo, los seguros de vejez, les assurances vieillesse, o va a reconocer derechos específicos destinados únicamente a las personas llamadas adultas mayores, ancianas, en edad avanzada, o como decimos en Latinoamérica, los viejitos. Pero ¿a quién considera el derecho como una persona mayor, persona en edad avanzada, adulta, etc.? Y además, ¿cuál es esa vejez que se considera en el derecho, y en el derecho en particular, en el derecho a la seguridad social? Estamos hablando de una vejez social, porque estamos hablando de seguros sociales, y entonces se trata de una vejez social, se trata de una vejez biológica, como hemos dicho, esta pérdida de autonomía, por ejemplo. Se trata de una vejez psicológica, el individuo puede decidir si es suficientemente viejo o no, o se trata de una vejez profesional. La respuesta parece evidente cuando nos referimos a nuestra propia concepción, perdón, o quizás a nuestra propia percepción de lo que es la vejez, a nuestro propio imaginario de quiénes son esas personas adultas. Sin embargo, a la luz del ordenamiento jurídico, la vejez no es de esa vejez. Es decir, vamos a descartar toda subjetividad, o al menos vamos a tratar de descartar esa subjetividad. ¿Por qué? Porque el derecho tiene que responder a criterios objetivos a fin de garantizar a todas las personas una cierta seguridad jurídica, es decir, un ordenamiento jurídico previsible, claro, determinado, estable y coherente, que permita a las personas tener una noción razonable de las reglas que van a ser aplicadas, que les serán aplicadas. Así, durante esta intervención veremos que la vejez en el derecho de la seguridad social es una noción que conjuga elementos sociales y elementos biológicos. Elementos sociales, ¿por qué? Porque la noción de vejez está basada en una convención social, la edad. Y elementos biológicos, porque también el derecho considera las modificaciones producidas por el tiempo sobre el cuerpo humano, es decir, la disminución de las capacidades físicas y mentales de las personas. Entonces, vamos a tratar este tema en dos partes. La primera parte, vamos a ver que la vejez, la representación de la vejez en el derecho a la seguridad social es una noción basada en la edad, y en una segunda parte vamos a explicar que la vejez concebida como riesgo social considera precisamente el aspecto biológico del individuo ligado a la fuerza de trabajo, a la capacidad física y mental del individuo. Entonces, la vejez como noción jurídica basada en la edad. Sin ninguna duda, es la vejez, y en realidad la edad es una convención social que el derecho va a recoger, y va a recoger en normas jurídicas. Por ejemplo, en el sistema regional interamericano, es decir, América Central, América del Sur, ciertas convenciones van a considerar que una persona es adulta mayor a partir de los 60 años, sin perjuicio de que cada estado pueda definir una edad diferente. Otro ejemplo, el Ecuador. En la Constitución, a nivel constitucional, se reconoce a las personas adultas mayores, y además se establece una edad. Una persona mayor es una persona que ha cumplido 65 años o más. De esta manera, cuando nos preguntamos quiénes son las denominadas personas adultas mayores, las personas en edad, personas mayores en edad avanzada, la respuesta del derecho es sumamente sí. Una persona adulta mayor es la persona que tiene una edad determinada, y a partir de la cual se van a reconocer ciertos derechos. Entre esos derechos, la pensión de vejez o por vejez. Así, los pensionistas de vejez son aquellos que han cumplido una edad exigida por la ley. Actualmente, por ejemplo, en Ecuador, esa edad puede ser
60 años, puede ser 65 años, puede ser 70 años, o incluso podemos prescindir de esa edad siempre que se acrediten años de trabajo, 40 años de trabajo. En Francia, esta edad también varía, puede ser. Y hablo en Francia, voy a hablar de manera general porque hay muchos regímenes especiales y cada régimen especial va a determinar una edad. Entonces, en general, esta edad puede ser 62 años, puede ser 67 años o puede ser 60 años, siempre que se demuestre algún grado de discapacidad. En Colombia, por ejemplo, esta edad es diferenciada entre hombres y mujeres. Puede ser 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. Así que, como se puede ver en estos ejemplos, la vejez en el derecho de la seguridad social responde a una edad que no es fija, que puede cambiar dentro del mismo territorio y en, digamos, otros territorios. Pero también esta edad varía en función del tiempo. Por ejemplo, en Francia, en 1910, la Ley de Pensiones Obreras y Agrícolas consideraba como beneficiarias de la pensión de vejez a las personas de 65 años o más. Y posteriormente, con la instauración de los seguros sociales a partir de 1945, esta edad pasa a 60 años. Y lo mismo se ve en otros países. En Colombia, en 1945, esta edad era 50 años. Y, por ejemplo, en Ecuador, en 1988, eran 55 años. Entonces, esta edad varía en el tiempo y en el espacio. Y es una noción propia del derecho de la seguridad social que refleja una convención social. A esta convención social se va a sumar un elemento biológico que tiene que ver con la fuerza de trabajo, con la capacidad de las personas para generar ingresos. Así pasamos a nuestra segunda parte, que concierne la vejez, una noción jurídica basada en la capacidad de trabajo. La seguridad social, los sistemas de seguridad social actuales, tanto en Francia, en España, como en Ecuador y en otros países, está inspirada en la técnica de los seguros privados, técnica para la cual la noción de riesgo es fundamental. En materia de seguros, el riesgo es un acontecimiento posible e incierto en cuanto a su realización, susceptible de causar daño y que las compañías de seguros van a garantizar mediante el pago de una prima. Esta misma noción, o al menos la noción de base, se encuentra en la seguridad social y en los actuales seguros sociales. Solo que los seguros sociales van a adaptar esta técnica a fin de brindar una protección suficiente a toda la población. Así, en los sistemas de seguridad social, los riesgos no son simples riesgos, sino que se trata de riesgos sociales, es decir, acontecimientos que afectan a la vida económica de un individuo y que constituyen un problema social ante el cual es necesario actuar colectivamente. En otras palabras, el riesgo es social porque se trata de un acontecimiento que, si bien puede afectar a una sola persona, las consecuencias de este acontecimiento se transforman en un problema social que afecta a toda la sociedad y, por esta razón, la misma sociedad considera que la intervención debe ser colectiva. En tal virtud, la sociedad va a repartir los costos de esta intervención entre todos sus miembros a través de la solidaridad y así se van a atender los riesgos sociales, entre los cuales se encuentra precisamente la vejez. La vejez como riesgo social está concebida como tal desde 1889 en Alemania, donde empiezan los primeros seguros sociales, y en ese entonces el seguro de vejez, protegía
a los obreros cuyos salarios eran sumamente bajos, salarios sumamente precarios, y que se veían privados de sus ingresos como consecuencia de la disminución o de la pérdida de su capacidad de trabajo. ¿Por qué se producía en ese entonces esa pérdida de trabajo? Simplemente por la edad que en ese tiempo se consideraba 70 años. Así, en la noción de vejez como riesgo social, vemos que la vejez está asociada precisamente a la fuerza de trabajo, a la capacidad del individuo de generar ingresos y en consecuencia a esta capacidad para ganarse la vida y para sostener a su familia. Por lo tanto, la noción de vejez como riesgo social está ligada a la fatalidad. Es un evento nefasto para la persona trabajadora y para su familia. Tanto es así que, por ejemplo, en el discurso de la implementación de los seguros sociales en Francia, Pierre Laroque, él hablaba precisamente de esta fatalidad, esta causa nefasta que afecta a las familias, a los franceses y a las familias francesas. ¿Por qué? Puesto que la persona trabajadora precisamente, no cualquier persona, sino el trabajador, como resultado de su envejecimiento, ha perdido su capacidad de generar ingresos y su capacidad de ganarse la vida. Así rápidamente podemos darnos cuenta que la vejez deviene fácilmente en sinónimo de incapacidad. Esta lógica de los seguros de vejez se mantiene en varios países, entre ellos Ecuador o Colombia, por ejemplo, en donde, solo para darles un par de ejemplos, la Corte Constitucional colombiana ha precisado, y lo voy a citar, el concepto adulto mayor apela a la noción de vejez propia del sistema de seguridad en pensiones. De cara a lo dispuesto por el legislador en esta norma, será adulto mayor quien supere los 60 años o aquel que sin superar esa edad, pero con más de 55 años, tenga condiciones de desgaste físico, vital y psicológico. Una vez más vemos los componentes de la vejez, la edad y la pérdida de la autonomía, de esa capacidad, de esa fuerza de trabajo. La Corte Constitucional ecuatoriana, por ejemplo, y me permito citar una vez más, nos dice sobre la pensión de vejez. La pensión de vejez busca precisamente garantizar que las personas tengan un ingreso que permita su subsistencia pese a la falta de trabajo en consideración de la edad. Una vez más, los dos elementos juntos. Por lo tanto, en la noción de vejez del derecho de la seguridad social se encuentra precisamente la capacidad física y mental de la persona, es decir, este aspecto biológico de la vejez, que como definimos al inicio de esta intervención, está relacionada con la disminución de las capacidades físicas y psicológicas de la persona como resultado del envejecimiento, es decir, del conjunto de modificaciones producidas por el tiempo en los seres vivos y en este caso particular en la persona del trabajador. Sin embargo, hoy por hoy, esta asimilación de la vejez a la incapacidad puede ser matizada. Actualmente las condiciones de vida y por lo tanto la esperanza de vida no es la misma de cuando se crearon los seguros sociales. Así, la condición de vejez como un evento nefasto, como una fatalidad de la vida para las personas y sus familias, se ha transformado con el pasar del tiempo. Tanto es así que en algunos sistemas de seguridad social, la denominación del seguro de vejez ha desaparecido como tal. No se llaman más seguros de vejez, sino que han sido reemplazados por términos como prestación económica por jubilación. Es el caso de España, por ejemplo. Así, la noción de riesgo parece haber desaparecido del seguro de vejez
y haberse transformado en júbilo, jubilación, júbilo, es decir, una alegría viva, una alegría intensa. La persona o las personas pensionistas por vejez de hoy gozan de un buen estado de salud y se encuentran en realidad en plena actividad. Su decisión de retirarse de las actividades laborales no responde necesariamente a la disminución o a la pérdida de la capacidad de trabajo de esa fuerza laboral, sino más bien a una decisión de descansar de la actividad laboral y dedicarse a disfrutar de la vida en familia o de sus propias vidas, sus amigos, etc. No obstante, esto depende claramente del país y de las circunstancias y de las condiciones específicas de vida de cada país o de cada persona. En los países con seguridad social, con sistemas de seguridad social que poseen una amplia cobertura, la vejez en efecto deviene júbilo. No así en los países en donde los sistemas de seguridad social no garantizan una cobertura, son incipientes o tienen una muy baja cobertura, o con pensiones que no cubren ni siquiera necesidades básicas. Así, no es sorpresa que la noción de vejez como riesgo social continúe vigente en los países de Latinoamérica, solo por citar un ejemplo, en donde en efecto, las tasas de pobreza en las personas adultas mayores son sumamente altas. Por ejemplo, Bolivia 30%, Colombia 26%, Ecuador 23%, etc. Esto muestra que en efecto, en ciertas circunstancias, en ciertos países, la vejez sigue siendo un riesgo social y sigue siendo en consecuencia un evento nefasto, una fatalidad para las personas trabajadoras y sus familias. En todo caso, en cualquier caso, la vejez en el derecho de la seguridad social, como hemos visto, es una noción que conjuga elementos sociales y biológicos y actualmente puede decirse que hasta incorpora un elemento psicológico. ¿Por qué? Porque la misma persona puede decidir cuándo quiere dejar de trabajar y una de esas razones por las que la persona puede decidir cuándo abandonar su actividad laboral puede ser precisamente porque se considera muy vieja para continuar en la actividad. Entonces, hablamos también de una posible inclusión de esta percepción o de este elemento psicológico dentro de los seguros de vejez. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier inquietud.